Ok, c'est en route. Salut Joël. Salut! Salut à tous! Ok, du coup Jérémy a lancé déjà l'enregistrement. On coupera après au montage. Impeccable, bah, ravi de vous avoir tous les trois autour de la table. Ce que je vous propose, du coup, je ferai Bon. une introduction à la session et du coup, je vous présenterai chacun votre tour et du coup, je vous dirai bonjour. Vous pourrez dire bonjour aussi en retour. Et après, je t'attaquerai avec la première question, du coup, qui sera pour Jean-Claude. Ça marche? On commence comme ça avec le cœur. Et après, soyez libre d'intervenir, hein, bien évidemment. On commence avec l'un de vous trois, mais après, c'est vraiment ouvert, hein. Si Est-ce on qu'il veut y a passer des... la photo là, des glaciers, là, t'as Ouais, prévu de... ouais, je l'ai. Si tu la veux, tu me dis, je te la mets à l'écran. Ok, super. Donc, en tout J'ai cas, aussi ravi de vous récupéré tes rencontrer, hein. supports. Excuse-moi, Désolé Tom, vas-y. de ne pas avoir pu être là hier, là, cette semaine. C'est un peu de la folie furieuse. Du coup, je jongle avec Yes. plein de choses en même temps. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup d'activités au campus. Ça veut dire qu'on va transformer plein de choses. On essaye. Donc, j'ai aussi intégré tes slides, Joël, sur en particulier les 9 principes Oui. euh, et puis l'entreprise régénérative. La définition, tu veux dire? Ouais. Elle Et te va puis là? les objectifs de la formation, si tu en as besoin, il est là aussi. Ok. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire à ce moment-là, je mets à l'écran les slides dont vous avez besoin, mais sinon on restera de rester plus nous dans le grand écran pour éviter qu'on soit réduit à une petite vignette dans un coin et qu'il y ait un slide qui bouge pas au milieu de la page. Et donc là, vous êtes où, Joël? Toi, t'es à Marseille, c'est ça? Ouais. Super. Et Jean-Claude à Chamonix? Là, je pars à 12h45. Je vais à Chambéry pour former les profs de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Excellent. Pas très loin de chez toi. Bah ouais, excellent. L'épreuve de quoi? C'est pluridisciplinaire. Là, il y a une quarantaine d'enseignants-chercheurs de toutes les composantes de l'université. Bien, excellent. Eh ben, Et si tu as le temps, passe à Chamonix, tu seras bien reçu. bah, j'aimerais bien, mais j'enchaîne avec un autre groupe. Je rentre à 23h30 demain soir. Il faut que je sois au campus le matin à 9h. Donc, je Wow. n'aurai même pas le temps d'aller dans les montagnes. Ça, pour mon plus grand désarroi. Je serai obligé de revenir. Pour une autre fois, bah voilà, l'invitation n'a Exactement. pas de date de validité. Et est-ce que Stéphane, tu vas représenter le campus de la transition ou tu penses que c'est pertinent de dire que je dise quelques mots en introduction sur la structure et un peu les spécificités que nous, on peut avoir entre l'expérimentation, la recherche-action, la formation? Ouais, ouais, c'est super intéressant que tu nous dises ça et c'est un peu pareil pour Joël sur Butterfly School, justement. À ce moment-là, la troisième partie, du coup, ce sera toi le premier que j'interrogerai et n'hésite pas, du coup, à en reparler ou, enfin, ou même quand tu le sens, en fait, quand tu prends la parole et tu dis c'est bien de présenter un peu plus. N'hésite pas à partager un peu plus sur le campus, ce que vous y faites, etc. Ouais, je pense que j'en parlerai dès le début, comme ça mettra le contexte. Ok, ça marche.
Et ça va, ton fils, Stéphane, il a trouvé sa voie, est-ce qu'il s'est lancé dans la cuisine alors? Ouais, ça y est, il part en bac pro cuisine l'année prochaine. Ok, super. Où ça? Bah, du coup, il a trouvé un restaurant pas loin de chez nous, du côté de Sceaux. Ok, Et c'est sympa parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait des produits locaux, de saison, bio, etc. Donc, ça va être un bon cadre pour apprendre la restauration. stop. Mais j'espère qu'un jour, il passera par le campus, vous dire un bonjour, faire un Bah coucou. oui, oui, il y a des choses à faire. Et puis même en termes de cuisine, c'est quand même un pilier fondamental des imaginaires qu'on essaie de transformer. Donc, Ok, yes. et moi aussi, là, je vais lancer je vais continuer la formation et je vais lancer sur le côté une activité de cuisine engagée Ah, cool. pour pouvoir justement être un peu. J'ai l'impression de passer trop de temps avec des semaines comme celle-ci. Là, je me dis, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de commencer à pouvoir faire des. J'ai plusieurs prestations là, cet été sur des événements pour montrer qu'on peut manger végétarien, et sain et gourmand à la fois. D'accord. Du coup, un peu en mode traiteur. Un peu traiteur, là, ce que j'ai, c'est surtout c'est des formats de formation immersive, typiquement sur 5 jours, où il y a une quinzaine de personnes et il faut les nourrir matin, Yes. midi et Ouais. soir. Et donc, du coup, sorte de chef nomade un peu. Je sais pas si je peux me prétendre chef pour l'instant. Ah, ok, cool. C'est toi qui cuisine. Et du coup, là, ouais, c'est moi qui cuisine. Monsieur Stéphane, s'il vous plaît, c'est 10h30. Je peux accepter les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Je Merci, vous Bouchra. entends très mal. Nous, on t'entend loin aussi, mais entre nous, je pense qu'on s'entend bien, ça fonctionne. Comment? Nous, on t'entend très loin, Bouchra aussi, mais entre nous, ça a l'air de fonctionner, on s'entend bien. Jean-Claude, tu confirmes, ça va? Tu m'entends comme il faut, toi? Parfaitement. Ok, Moi ça aussi. marche. Monsieur Stéphane, vous m'entendez? Oui, très bien. S'il vous plaît, est-ce que je peux accepter les autres? C'est 10h30. Oui, D'accord. On est on toujours y en va. route, c'est pour cela. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. 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 On va attendre 1 ou 2 minutes peut-être le temps que tout le monde se connecte.
Très bien. Je vous propose de commencer cette session, ce webinaire sur l'éducation et la régénération. Je voulais commencer ce webinaire par une enquête qui a été faite par l'UNICEF et Capgemini début de l'année, qui disait que il y avait beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Ils ont fait une enquête de près de 5000 jeunes de 16 à 24 ans dans le monde, mais que malgré tout, il y en a 60% qui aimeraient bien travailler dans l'environnement et avoir les compétences dites vertes. Et ils voient ça comme une opportunité d'avenir. Mais malgré tout, il y a plus de 60% qui ne voient pas en fait la formation qui va leur permettre d'y arriver. Et donc, du coup, qui se sentent pas vraiment prêts pour arriver à ça. Donc, du coup, bon sujet pour nous aujourd'hui de parler de la régénération et de l'éducation. Alors, pour revenir sur la définition de la régénération, comme le propose Nous sommes vivants, c'est donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Donc ça, c'est pour la régénération. On voit qu'on veut donc permettre à tous les vivants d'atteindre leur plein potentiel. Et du coup, pour nous, on pourrait se poser la question, l'éducation pour la régénération, ce ne serait pas du coup donner aux êtres vivants, alors pour le coup, cette fois, surtout aux humains peut-être, les ressources leur permettant d'être en pleine capacité d'atteindre leur plein potentiel de régénération de l'humain et de non-humain. Donc, nous allons explorer ça aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Moret, je suis professeur affilié à l'ESCP Business School et consultant architecte de transition pour les entreprises. Et je suis ravi puis honoré de présenter cette table ronde aujourd'hui sur l'éducation et la régénération avec trois invités très divers et puis tous extraordinaires que je vais vous proposer de rencontrer maintenant. Le premier, donc Jean-Claude Razel. Donc, Jean-Claude, il cumule 30 ans d'expérience dans le tourisme d'aventure. C'est un spécialiste du tourisme durable, d'ailleurs, pas juste d'aventure. Il a notamment fondé Alaya au Brésil, qui est un leader du secteur, oui, un leader du secteur, et puis qui est certifié également B Corp. C'est aussi un passionné de pédagogie et il enseigne aujourd'hui à l'ESCP Business School. Et d'ailleurs, il a publié également récemment un ouvrage qui s'appelle 12 742. Donc, si vous devinez qu'est-ce que c'est que 2742, vous pouvez nous le dire dans le chat. Et sinon, je vous laisserai chercher ça fait partie du travail pédagogique de chercher et de trouver à quoi correspondent ces 12 742 pour nous accompagner dans l'action. Et puis, Jean-Claude, il est basé à Chamonix et c'est aussi un accompagnateur de montagne. Et il a créé les treks de la transition et c'est pour ça qu'il est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude. Salut, bonjour à tous. Merci de l'opportunité. Nous avons également Joël Letouzé avec nous. Donc Joël, après avoir travaillé dans le digital, toi tu as décidé pendant le Covid de donner un nouveau sens à ta carrière professionnelle en t'engageant sur les sujets plus environnementaux et sociaux. Et puis d'ailleurs, tu en as profité pour migrer, comme tu le dis, à Marseille il y a 5 ans pour te rapprocher de la mer, de la nature, des calanques, de la lumière. Donc bref, on espère que tu profites bien de tout ça. Tu as d'abord œuvré à la CEC, la conférence des entreprises pour le climat, pendant 3 ans. Bien sûr. Et puis, tu as rejoint l'AXA Climate School début 2025 pour développer la formation avec Butterfly School qui s'intitule Introduction à l'entreprise régénérative. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et notre troisième participant est Tom Renaud. Donc Tom, toi, tu as passé beaucoup de temps en Afrique du Sud, ce qui t'a permis de cultiver à la fois de la rigueur académique et puis de travailler avec les ONG d'un côté, les hauts fonctionnaires d'un autre côté, donc une expérience incroyable là-bas. Donc, tu es engagé dans la transition aussi depuis très longtemps, et puis tu vois l'éducation comme un levier majeur dans tout ça, ce qui t'amène aujourd'hui à être au campus de la transition, où tu es responsable non pas des formations, mais tu es formateur de formateurs au campus de la transition. Donc, vraiment en charge de la transformation ici au niveau du campus. Bonjour Tom. Bonjour, merci Stéphane. Merci vraiment à vous trois d'avoir accepté l'acceptation de nous accompagner ce matin pour discuter du coup de l'éducation et de la régénération dans le cadre de cette conférence qui a lieu dans le cadre des lauriers de la transition, de la régénération, pardon. Donc, je vous invite à couper vos micros et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y reviendrons sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc, on se proposait pour ce webinaire d'aborder trois sujets. D'abord, l'éducation du coup et la régénération sous l'angle du cœur, puis sous l'angle de la tête, puis sous l'angle des mains. Donc, on va passer sur ces trois parties-là. Et quand on parle de cœur, moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, donc du coup, mon pays de cœur, ça va être les Alpes, Chamonix. Donc, du coup, ma première question, ça va être pour Jean-Claude, si tu veux bien, Jean-Claude. Toi, tu es un spécialiste, tu es un guide de montagne, en fait. Tu es spécialiste des randonnées.
et tu as créé les treks de transition. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur le trek de la transition? Qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut toucher le cœur de tes participants? Bon, bah, merci Stéphane pour l'invitation. Merci à tous pour être présents. Alors effectivement, je suis basé à Chamonix, là de ma fenêtre, là juste derrière moi, hein, je ne vous le montre pas comme ça, je ne vais pas manipuler l'ordinateur, mais derrière moi, je vois les glaciers. Je les vois vraiment bien et en plusieurs décennies, ben, ils ont vraiment diminué. Donc, on a un vrai sujet. Bon, on est au courant, je pense qu'ici, tout le monde est un peu sensibilisé. Et donc, la question, c'est bah, comment est-ce qu'on peut transmettre euh, ces, euh, ces, ces questions-là et d'une manière tout de même qui soit désirable, qui soit souhaitable, qui soit un peu... Enfin, moi, j'aime bien parler de réenchantement. En fait, si on se limite à expliquer que tout fond, que tout part en vrille et que tout va pas, bah, en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça n'embarque pas. Donc, il faut trouver d'autres méthodes. Donc, comme tu l'as dit, Stéphane, j'ai conçu ce que j'appelle donc un trek de la transition, dont l'objectif est de faire vivre donc par le cœur, par les émotions, la réalité de la transition et de l'appliquer un peu dans une dynamique régénérative, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous l'explique très rapidement. En fait, ça démarre dès le début en disant aux gens, bah, écoutez, on va essayer de faire, on va faire une activité, on va quand même essayer de la faire avec le moins d'impact négatif possible, mais le plus d'apprentissage, que ce soit pédagogiquement le plus fort. Donc déjà, la première consigne, c'est on n'achète rien, on se débrouille pour récupérer du matériel avec les amis, les copains, les voisins, parce que tout le monde a un sac à dos, enfin tout le monde. Pas mal de gens ont un sac à dos, un duvet ou un matelas qui traîne dans un placard, donc on en profite. Il y a bien sûr de la mobilité douce, bah, on covoiture, on vient en train, enfin on s'organise pour arriver à Chamonix de la manière la plus low impact possible. Et puis ensuite, il y a une vraie rencontre qui pour moi est très importante, c'est la veille du départ, où on fait les sacs. Et en fait, faire les sacs, ça suppose à la fois de répartir le matériel, parce qu'il y a du matériel individuel, mais il y a du matériel collectif, comme par exemple la cuisine, le réchaud, les casseroles, tout ça, bah forcément ça, on partage. Il n'y en a pas un par personne. Et puis surtout, la question de quoi a-t-on vraiment besoin? Et ce moment-là, en fait, il est vraiment chouette parce que les gens, tout d'un coup, ils ont ça, puis ils ont un sac qui quand même est trop lourd. Puis moi, je suis là à dire, bah, si vraiment on veut en profiter, si on est plus léger, on est mieux. Si on a un trop gros sac au bout de 2 3 heures de marche, bah, ça y est, on est fatigué, on n'apprend plus. Donc, on essaye d'être léger. Donc, de quoi a-t-on vraiment besoin? Et là, on commence à refaire le sac une fois, deux fois, trois fois, en écartant, en écartant. Et immanquablement, à la fin, j'ai des gens qui me disent, ouais, ça, finalement, j'aurais mieux fait de ne pas l'emmener. Donc, alors qu'on fait l'effort, en fait, on en a toujours trop. Donc, dans la petite analogie du sac à dos de la vie, de temps en temps, s'alléger, en fait, c'est tout à fait salutaire et pédagogique. Alors ensuite, on part, et puis donc, ben, on observe évidemment les effets des grandes transformations en cours sur le vivant. Et donc bah là, le panorama est fabuleux. Les glaciers, les marmottes, les arbres qui sont atteints par le scolyte, le cycle de l'eau. Enfin, toutes ces questions-là sont abordées au fil des rencontres, au fil des opportunités. Bien sûr, le pastoralisme, parce qu'on rencontre des agriculteurs, on rencontre le patou, le loup. Voilà, donc comment on vit, comment on fait coexister? Bah, parce que le loup, il attaque les moutons. Bah oui, bah, le loup, il fait le loup. Enfin, on va pas s'attendre à ce que le loup il fasse autre chose qu'aller chercher à manger quand il a faim. Voilà. Donc c'est audible que le loup soit loup. Mais le patou qui protège le troupeau, lui, il est censé d'éviter que le loup attaque. Donc il est plutôt agressif. Mais alors, par contre, il ne faut pas qu'il soit agressif envers les randonneurs, envers les trailers et envers les vététistes. C'est pratique parce que les patous, ils ont un bouton. Vous voyez, vous appuyez sur le bouton là, et puis suivant ce qu'il rencontre, il est gentil ou il est méchant. Bon, enfin, voilà, vous comprenez qu'évidemment, voilà, donc les discussions arrivent, les échanges arrivent. Alors il y a une petite chose que j'aime bien, c'est que je fais du vegan. En nourriture, c'est du vegan. Donc je propose aux gens de vivre une expérience vegan. Je leur dis pas de devenir vegan, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais là, pendant 3 jours, on va être vegan, ils vont pas mourir. Puis à la fin, ils disent qu'est-ce que ça leur a fait? La sensation, l'émotion, le vécu. Après, ben, bien sûr, les toilettes, enfin, comment ça se passe, la digestion, tout ça, bah, c'est des questions, quoi. Donc voilà, avec ce projet-là, j'essaye de faire de l'éducation, de la pédagogie joyeuse,
incarné, c'est-à-dire dans le corps, hein, on est quand même dehors, on fait de la marche. Bien sûr, on peut se prendre de la pluie, bien sûr, on monte le campement, bien sûr, on dort pas forcément bien. Enfin, toutes ces questions-là où on sort un peu du quotidien et puis on essaie de se connecter d'une autre manière. Et ça, en essayant d'éviter l'éco-anxiété. Alors là, je voudrais aussi, avant de passer éventuellement à une autre question, mais il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup en termes d'éducation sur toutes ces questions de transition, c'est le curseur. Où est-ce qu'on met le curseur de ce qu'on appelle l'éco-anxiété? Parce que bien sûr, si on dit, vous savez les gars, il y a un petit sujet là, ça s'appelle le dérèglement climatique, ouais, l'empreinte carbone, la perte de la biodiversité, mais enfin bon, allez, on a un petit peu de temps, on en parle vaguement, mais enfin bon, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Bah, évidemment, on ne donne pas au sujet l'importance qu'il a. Et puis, si on va à l'autre extrême en disant, ah, voilà, voilà, les glaciers fondent, d'ici 2100, il n'y en a plus, la biodiversité, c'est 73% de pertes sur les 30 dernières années sur 15 000 espèces. Enfin, et là, tout d'un coup, bientôt, il y aura les glaciers fondent, c'est eux qui alimentent le Rhône. S'il n'y a plus de Rhône, s'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus de Rhône. S'il n'y a plus de Rhône, il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus de refroidissement de centrales nucléaires. Enfin, et tout d'un coup, là, c'est l'espèce de tsunami. Et là, les écoutes se ferment, les gens, ils sont abasourdis, quoi. Et moi, je veux pas ça. Donc, je veux dire les choses, mais je veux pas les tsunamiser. Donc, je veux pas être bisounours, mais je veux pas être black bloc. Et entre les deux, eh ben, toujours cette question de curseur, où est-ce qu'on met le curseur? Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le curseur, il est possible de le déplacer en fonction du public. J'étais avec des enfants récemment, des enfants de 10 ans. On a fait une randonnée au plateau des Glières. On a passé un moment dément à goûter du reblochon, à voir des chamois, à parler de la résistance sur le plateau des Glières, tout ça. Enfin, une espèce de journée interdisciplinaire. Et ils sont joyeux, les gamins. Fondamentalement, ils sont joyeux. À 10 ans, tu ne peux pas recommencer à leur raconter des horreurs parce que c'est pas possible. Et les étudiants, donc je suis aussi prof à l'ESCP, comme toi, Stéphane. Et donc là, on a des étudiants plus âgés, 22, 23, donc on peut dire plus de choses. Mais en début de carrière, en formation, si on leur dit que c'est foutu, ça ne marche pas. Donc souvent, ils me posent la question, les étudiants, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Alors moi, j'ai écarté le débat en disant, voilà, moi, je n'ai aucune raison d'être optimiste. Franchement, si j'analyse, pas très glamour. Être pessimiste, mais qui a déjà fait quelque chose, embarquer quelqu'un à base de pessimisme? Ça ne marche pas. Et puis, donc, l'action. Voilà, donc l'action, mettez le sac à dos et partons sur les sentiers. Vous verrez, il y a plein de choses à voir, des bonnes nouvelles, des moins bonnes, et puis on avance. C'est comme ça qu'on régénère le sens. Voilà, sac à dos, sac sur le dos. Hmm. Merci Jean-Claude. J'ai peut-être une question complémentaire. Là, tu parlais des enfants. Est-ce que tu as d'autres publics dans les traits de transition, plus des ados ou plus même des adultes? Parce que finalement, l'idée, c'est d'approcher tout le monde avec le concept de la régénération aujourd'hui, que ce soit de la première éducation jusqu'à la formation continue. Et du coup, est-ce qu'ils se comportent de façon différente ou est-ce qu'ils perçoivent l'expérience de façon différente? Alors en fait, bon d'abord le trait qui s'adresse à tous les publics. Il y a moyen de faire quelques petits ajustements d'intensité physique. Donc ça peut être un peu plus ambitieux physiquement, mais c'est jamais dur, hein. De toute façon, si les gens sont crevés, ils n'apprennent plus rien. Donc physiquement, c'est light. Il n'y a aucune performance. On ne parle pas de dénivelé, d'horaire, de taux, machin. J'oublie complètement. Tous les indicateurs classiques de succès d'un trek, on va te dire, j'ai fait tant de kilomètres et tant de D+, et ben ça, les gens me demandent, je fais même semblant de ne pas savoir. Ah, attends, j'ai oublié, je suis pas sûr. Genre, pour dire que c'est pas. Bien sûr, je le sais, je finis par le dire, mais en gros, j'essaie de minimiser ça. Donc, déjà, c'est pour tous les publics. Alors, ensuite, les enfants, bah, deux possibilités. Soit il y a les parents, soit il n'y a pas les parents. Et là, ce n'est pas les mêmes gamins. S'il y a les parents, donc des familles, et ça j'en ai pas mal quand même, hein, des familles qui font ça, et ben là il y a vraiment une dynamique pédagogique et on voit les parents qui sont contents de voir leurs enfants apprenants. Donc si les enfants sont contents, les parents sont contents. Par contre, les enfants, ils peuvent avoir des attitudes un peu de validation permanente des enfants. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison? Et ça, pour moi, ça nuit un peu la péda. Personnellement, je préfère les groupes d'enfants sans les parents et ces âges-là avant qu'ils soient ados, quoi, jusqu'à 12 ans. Après, trop petit, c'est compliqué, mais je dirais de 8 à 12. 8 à 12, c'est le paradis de la péda, hein. 8 à 12, c'est le moment où ils sont à la fois, hein, ils interagissent, ils comprennent, ils ont des idées, mais en même temps, on les embarque facilement, ils sont enthousiastes, ils écoutent, ça les intéresse. C'est facile, en fait, hein. C'est beaucoup plus facile.
Moi, j'aime bien les ados aussi, c'est plus revêche, il faut être moins ambitieux, il faut être très humble. Le péda des ados, il faut être très humble. Puis après, les étudiants, les adultes, bon, voilà, faut être très adaptable, mais c'est agréable aussi, hein. Ils le vivent pas trop mal, du coup, de porter leur sac, de couper des communications réseau, etc. Ah, ben, c'est les parents qui stressent de ne pas avoir le contact avec les enfants. Oui, oui, Alors je aussi, parlais il y des a un adultes truc cette fois. important dans le La trek de la... reconnexion à la nature, pas des adultes. Ah ouais, dans la trek de la transition, il y a un principe aussi, moi j'ai un téléphone de sécurité, et donc de contact une fois par jour s'il faut, si je dois recevoir un message pour que, voilà, c'est par moi que ça passe en gros. Mais a priori, je ne l'utilise pas. Et puis il y a un téléphone ou mieux, un appareil photo collectif qui circulent. Et puis il y en a un qui est responsable des photos par jour, parce que finalement, tout le monde fait les mêmes photos, hein. Alors, sauf qu'il y a un super photographe dans le groupe, bah, c'est lui. Mais sinon, tout le monde fait les mêmes photos normales. J'ai envie de dire normales, quoi. Il y a des bonnes, des moins bonnes, mais enfin des photos normales. Et donc, on n'en a qu'une, chacun n'en fait qu'une. Et puis, on met tout ça après on partage ça, toutes les photos, puis tout le monde les a, mais on n'en fait pas chacun 10 fois les mêmes, quoi. Donc, il y a vraiment un côté digital detox aussi là-dedans. Et, euh, on évite bah, le téléphone, pour des expériences comme ça, c'est un déconnecteur émotionnel fabuleux, hein. Donc, ouais, je fais ça. Et les parents sont inquiets plus que les enfants. Les enfants, eux, mais ils adorent le matos, les enfants, hein. Sac à dos, ils adorent, hein. Et alors aussi, ils sont très vite fatigués, mais ils récupèrent hyper vite. Quand ils demandent d'arrêter, on s'arrête. Au bout de 20 minutes, il faut s'arrêter. Mais au bout de 2 minutes, ils sont repartis à fond, quoi. Ils jouent déjà à saute-mouton, courir après. Donc, non, c'est pas un problème là qui porte et qui marche. C'est super. Ok, bah, c'est super, Jean-Claude. C'est vraiment une belle expérience de reconnexion à la nature, du coup. Et puis en plus, ce qu'on comprend, c'est que derrière, c'est pas juste la reconnexion à la nature, il y a aussi une vraie réflexion sur la sobriété, la déconnexion, le partage aussi, parce on porte les choses qu'on partage avec les autres après. Donc c'est vraiment un beau vécu pour se connecter à la nature et commencer à bouger un petit peu et toucher au cœur. Alors, Peut-être Joël, ah, pour vas-y. conclure, là, pour conclure, juste un petit truc à rajouter. J'ai réalisé en tant que pédagogue que moins tu es sachant, mieux ça se passe. Quand tu es sachant, moi, attendez, là, on s'arrête, je vais vous expliquer, voilà, les glaciers, voilà. En fait, quand on fait son speech, un peu son topo, alors au terme d'ego, quand on maîtrise, tout ça, c'est assez satisfaisant, mais en fait, moins on le fait, et plus les gens le vivent, le comprennent à travers les expériences, ça prend un peu plus de temps, mais mieux c'est. Donc en fait, il faut bien doser les temps de parole et puis les petites analogies qui vont bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous. Joël, j'avais une question pour toi dans la continuité de ce que proposait Jean-Claude. Alors toi, tu as fait d'autres aventures, c'était pas des treks, mais avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. On embarque des dirigeants ici pour plusieurs mois, donc c'est aussi une sorte de voyage. Est-ce que Oui. tu as aussi ce passage par l'émotion dans le CEC? Ah oui, c'est très important. Alors, la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, qui a pour intention de transformer des dirigeants d'entreprise, l'a très bien compris, c'est-à-dire qu'il faut un mix entre la tête, le cœur et le corps. Et pour ça, il y a beaucoup de temps, de reliance. On essaye en effet de faire en sorte que ça se passe dans la nature. On incite ces dirigeants à prendre un temps pour se trouver leur endroit où ils vont être bien, où ils vont pouvoir un peu faire un peu de méditation, d'introspection et de ressentir ce qu'on leur apprend. Et ces temps de reliance qui parfois les rebutent parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de ça, bah, finalement font partie du process. Et on comprend que bah, c'est parce qu'on va les toucher justement dans leur tripes que les émotions vont se digérer, ça a un vrai résultat de sensibilisation et de transformation. Donc moi, je suis en effet à fond pour la déconnexion, ces moments où en effet on se, on se déconnecte du flux incessant et on se reconnecte au vivant pour justement cet émerveillement dont parle Jean-Claude, qui fait le travail tout seul en fait. Parce qu'on est tous vivants, tous humains, et quand on comprend la magie de ce qui opère les principes du vivant, puisque c'est ce dont on parle dans Butterfly, on peut que s'extasier et se rendre compte que, il est urgent de remettre le vivant au cœur de nos décisions. Ça marche, merci beaucoup. Et je crois qu'on appelle, enfin, dans le jargon, je sais si vous appelez ça même la claque dans le début du Oui, en parcours où effet. effectivement on est un peu secoué, touché dans les tripes là. Ouais.
C'est un moment très fort. C'est la première session qui est incontournable. D'ailleurs, on n'accepte pas à la CEC de dirigeants qui, si ils ne peuvent pas assister à cette première session dont tu parles, qui est en effet, en réalité, elle s'appelle les constats. Mais malheureusement, les constats, finalement, c'est la claque. Et cette Ok, session est incontournable pour toucher ces dirigeants, comme je le disais, dans leur trip, et pour faire ensuite bah, qu'ils viennent aux autres sessions et qu'ils ont envie d'en savoir plus pour justement passer à l'action et pouvoir modifier leur feuille de route et réfléchir tout au long du parcours à comment ils peuvent bah, réfléchir à travailler autrement. ok, super. Donc on voit que ce passage par le cœur, c'est un point qui est important pour démarrer. Je ne sais pas si Tom, tu as un complément par rapport à ça, côté campus. Le passage par le cœur, c'est quelque chose que vous faites aussi, ou est-ce que tu as d'autres expériences par rapport à nos deux premiers intervenants? Oui, effectivement, au campus de la transition, ce passage par le cœur et ce triptyque du tête-corps-cœur, il est absolument crucial. Peut-être juste un petit élément de contextualisation sur ce qu'est le campus de la transition et ce qu'on y fait. Donc, on est une association de loi 1901 qui incarne trois dimensions complémentaires et qui se nourrissent les unes les autres. La première, c'est un écolieu qui expérimente un mode de vie sobre, bas carbone et joyeux, dans la perspective de montrer d'autres possibles. Donc, on a un lieu au sud de la Seine-et-Marne avec un château du XVIIIe siècle et un parc de 12 hectares qui est très joli et qui est aussi une passoire thermique et qui rajoute plein de problématiques très concrètes qui nous font aussi redescendre. La spécificité du campus, puisqu'il y a de plus en plus de lieux comme ça qui ont émergé, c'est un ancrage très fort avec le monde de l'enseignement et de la recherche. Et donc, on a un certain nombre de projets de recherche-action qui viennent documenter et donner de la matière aux initiatives qui sont faites sur place. L'idée, c'est de pouvoir créer des espaces pour créer du dialogue science-société dans une posture qu'on veut, nous, radicale et non marginale. Ça fait un peu le lien avec ce que tu disais, Jean-Claude, entre Black Bloc et je sais plus c'était quoi l'autre référence, mais comment on fait un peu pour gérer ce tsunami et l'idée d'être C'était Bisounours. Bisounours et bisounours, Black. exactement. Donc nous aussi, on est un peu sur cette ligne de crête, c'est-à-dire comment on arrive à être assez radical dans le message qu'on va porter parce qu'effectivement, la situation est gravissime et qu'il y a un enjeu de bien prendre en compte les responsabilités communes mais différenciées et la nécessité de se mettre en mouvement, et non marginal parce qu'on n'est pas dans une logique de collapso à se préparer à l'effondrement. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer justement d'éviter cet effondrement. Et ça fait le lien avec le troisième volet d'activité qui, là, est la formation, où là, on va former différents types de publics, des étudiants, des professionnels en entreprise, des cadres de la fonction publique, et la partie que moi je pilote, des enseignants-chercheurs. Euh, et donc, dans ce volet formation, l'idée, c'est de se dire que, bah, en fait, on n'apprend pas uniquement de manière cognitive en recevant des informations, mais il y a un véritable enjeu à pouvoir reconnaître la dimension psychosociale de l'apprentissage, le rapport aux autres, le rapport aux émotions et le rapport au faire. On va revenir dessus un petit peu après, mais être dans l'action. C'est exactement ce que tu proposes aussi, Jean-Claude. Et donc, dans ce triptyque-là, nous, on essaye de le faire beaucoup résonner avec les questions d'anxiété, comme tu le mentionnais au début, Stéphane. Euh, je pense que c'est important de recontextualiser le champ qui définit un peu l'éco-anxiété et encore aujourd'hui un peu balbutiant, et notamment d'un point de vue scientifique. En revanche, on présente beaucoup l'éco-anxiété comme évidemment une peur très profonde du monde qui est en train de glisser, de s'effondrer sous nos pieds. Il y a un autre phénomène qui peut être aussi lié à l'éco-anxiété, c'est plutôt un phénomène d'apathie et de désintérêt. Et aujourd'hui, moi, dans les enseignants-chercheurs que je rencontre, il y en a beaucoup qui me disent, et notamment en école de commerce, peut-être vous pourrez rebondir, mais qui disent, bah, en fait, nous, on n'est pas là pour ça, on est là, on a envie de pouvoir profiter, de pouvoir prendre l'avion, de vivre cette société de consommation qu'on nous a toujours vendue. Et ça, finalement, quand on réfléchit, c'est aussi un mécanisme de protection, de se déresponsabiliser, de créer une distance avec les sujets, qui finalement aussi ne veut pas dire que les gens n'ont pas compris, mais c'est la manière dont on va appréhender les choses. Et beaucoup de personnes sont effectivement un petit peu, et notamment les plus jeunes étudiants, qui en ont beaucoup déjà entendu parler au lycée, disent, mais en fait, on en a marre d'entendre parler du changement climatique et de ce qui ne va pas. Et là, à mon sens, si on veut aller vers une économie, une éducation plutôt régénérative, il y a un enjeu de vraiment avoir un basculement, de plutôt, en fait, d'arrêter les constats. Euh, et il faut y revenir à un moment donné. Il faut que la claque, elle passe, que ce soit au début ou à un autre moment dans le parcours.
Mais l'idée, c'est de se dire, bah, les apprenants, comment on arrive à leur faire comprendre que, effectivement, le monde va très très mal, mais c'est aussi une opportunité incroyable de créer des nouveaux possibles, de créer des nouveaux modèles, d'être acteur de quelque chose qui donne vraiment du sens. Et ça, ce phénomène-là, on le rencontre beaucoup au campus, puisqu'on reçoit beaucoup de ce qu'on pourrait qualifier de bifurqueurs, c'est-à-dire des jeunes ou plus ou moins jeunes qui ont des parcours un peu classiques, qui gagnent bien leur vie, qui ont fait des bonnes études, et qui finalement décident de dire, bah, mais en fait, moi, j'ai pris conscience des enjeux et j'ai pas envie de soutenir et d'être acteur de ce système mortifère. Et là, le panel d'actions, il est énorme. Effectivement, ça va de s'engager avec des mouvements de désobéissance civile comme Alternatiba ou Extinction Rebellion, mais ça veut aussi dire bosser en cabinet de conseil, bosser dans le secteur public, s'engager dans l'associatif. Et donc, entre aller élever des chefs dans le Larzac et essayer d'être acteur de la transition écologique, il y a encore une fois tout un spectre. Et donc, nous, on essaye d'apporter énormément de cette nuance-là. Et peut-être juste pour conclure et refaire le lien avec cette dimension cœur, en fait, nous, les gens qui viennent en formation, on organise quasiment systématiquement des temps de rencontre avec justement des gens qui ont eu ces parcours de bifurcation. Et d'un seul coup, en fait, ça permet d'incarner. Ça permet de se dire, bah, en fait, notamment moi, le public que j'ai, c'est des enseignants qui se posent des questions, parfois à leurs enfants, qui ont beaucoup d'imaginaire a priori, et qui rencontrent d'autres personnes et qui se disent, bah, en fait, finalement, il y a énormément de possibles. On sort un peu des clichés et on revient dans une démarche personnelle. Et je pense que c'est important justement de ne pas être dans une démarche dogmatique, de dire, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire les choses et il n'y a pas d'autre manière, mais plutôt de se dire, bah, tout le monde a un enjeu de s'approprier ces sujets-là, propres à ses expériences, à son vécu, à ses aspirations, etc. Ah, merci Tom, c'est super. On a vu avec du coup Jean-Claude la reconnexion à la nature et d'être plongé dans la nature. Et du coup, là, ce que tu viens de dire, il y a aussi la reconnexion finalement avec les autres humains quelque part. Et la régénération, c'est bien les deux, hein, s'occuper du vivant humain et non humain. Donc on connecte bien sur les deux sujets. Peut-être juste pour terminer ce chapitre sur le cœur, pour moi, je serais vraiment curieux de savoir si vous avez vu une évolution, je sais pas, au cours des 3, 5 dernières années dans votre rôle de soit de prof, soit d'accompagnateur ou de formateur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pouvait pas dire, par exemple, il y a 3 ans, et qu'on pourrait dire aujourd'hui? Ben, moi, je peux répondre ça. Effectivement, ça change tout le temps. C'est un sujet où il y a beaucoup de contenu nouveau. Des fois, j'ai un peu de peine pour les profs de maths qui enseignent Pythagore. Tu veux, d'une année sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de contenu, quoi, hein. Globalement, ça reste la même chose, quoi. Nous, alors, c'est tellement de contenu par-ci, par-là qu'il faut toujours s'adapter. Et moi, ce que je constate, donc, en termes de curseur, chez les étudiants en grande école, par exemple, c'est que là, au début de l'année, j'ai une étudiante qui m'a dit, au bout de 5 minutes, hein, le premier cours, 5 minutes après, je me présente, je dis, voilà, on va parler de transition. Et tout, elle me dit, monsieur, si c'est pour parler de la fin du monde et de l'effondrement pendant tout le cours, moi, je tiens pas le coup. Donc, donc, à nouveau, cette question de curseur. Et donc, il y avait une vraie demande de elle et puis d'autres élèves de dire, nous, on veut des solutions. Le constat, c'est bon, quoi. On en a beaucoup parlé. Donc, qu'est-ce que vous avez comme solution à nous proposer? Et là, j'explique ça en créant, et ça rejoint un peu ce que disait Tom, c'est un peu des nouveaux indicateurs de succès et de prospérité. Ça veut dire quoi réussir? Hein. Si dans 15 ans, tu montes un projet, dans 15 ans, tu regardes en arrière, comment tu pourras dire là, vraiment, c'était super, c'est ce que je voulais. Donc voilà, créer des nouveaux indicateurs, pour moi, c'est un peu peut-être la manière. Et puis rendre ça joyeux. Moi, je pense que la joie, ben, ce mot-là, Joël l'a formulé, Tom, pas avec ce terme-là, mais c'est le même esprit. Je pense que être joyeux, c'est un vecteur très puissant de réenchantement et d'action. Parce que, voilà, on peut dire c'est foutu, et puis on peut dire, bah, ce que disait Tom, hein, il y a tellement de choses à faire que allons-y. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, j'aime bien aussi l'idée, du coup, tu disais de revoir un peu nos indicateurs ou sur quoi on mesure nos ambitions. Ce qui nous mène au deuxième chapitre, du coup, de notre webinaire aujourd'hui. Cette fois, plus passer par la tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'on était touché dans le cœur et qu'on sait que la régénération, c'est important, bah, comment est-ce qu'on avance là-dessus? Et pour ça, il faut passer par la tête. Et là, il y a des grands principes aujourd'hui de la régénération qui sont posés. Et est-ce que Joël, tu veux nous en parler un petit peu plus du coup de ces grands principes de régénération, oui, c'est ça. Et comment est-ce qu'on les fait passer à nos futurs régénérateurs? Alors, je pense que déjà, on est tous d'accord pour dire qu'en effet,
l'importance des récits désirables est forte. Et en effet, s'inspirer de la nature qui, elle, n'a pas besoin de nous, elle a tout bon, elle sait se régénérer et se défendre toute seule. C'est plutôt nous qui malheureusement la gâchons. Et donc, nous, on pense dans la formation Butterfly, qui est une formation qui a été faite avec Lumia et avec des scientifiques de l'écosystème Regen, pour justement donner des outils, donner des clés aux entreprises qui ont envie de s'engager dans une démarche, euh, euh, qui sont justement de s'inspirer des principes du vivant. Et donc, on en a identifié 9 et on essaye de voir ce que veulent dire ces 9 principes du vivant. Si jamais tu veux mettre la slide à l'écran, comme ça, j'aurai un support pour en parler, même si je ne vais pas m'étaler sur les 9, ça prendrait trop de temps. Mais l'idée, c'est puisque pour nous, l'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui a décidé de mettre le vivant au cœur de ses décisions, en intégrant bien sûr les planchers sociaux et les limites planétaires. Et donc, on a identifié 9 principes que vous voyez s'afficher normalement sur l'écran, pour dire que, par exemple, l'interdépendance, pour prendre le premier, on est tous interconnectés. Donc déjà, une entreprise, elle ne peut pas être régénérative ou à visée régénérative toute seule. Il faut qu'elle s'appuie de ses parties prenantes. Ça peut être tout simplement dans son entourage, sur son territoire, connaître mieux les autres acteurs et voir comment elle peut mettre en place des initiatives, des synergies. Euh, il y a aussi le principe de diversité, comme dans la nature, en fait, on est tous différents, on est tous singuliers, et cette diversité, elle est très importante, elle est, comme l'interdépendance, elle est complètement intrinsèque au vivant, et c'est le cas aussi dans les entreprises, hein. Malheureusement, on est complètement dépendant de nos fournisseurs, mais aussi de nos clients. Donc tous ces principes, on essaye de voir comment on peut les mettre au point, on peut les implémenter dans une stratégie d'entreprise pour être plus résilient, pour s'inspirer de la nature et fournir justement des démarches qui sont plus robustes parce que, elles ont fait leurs preuves. Et c'est une formation qui, avant toute chose, va insister sur l'importance, en fait, de déconstruire son mental, ses habitudes classiques de réflexion. Et on va essayer de montrer qu'en fait, on peut sortir de nos pilotes automatiques et de nos réflexes un peu volumiques, classiques, de croissance illimitée, alors que là, on parle justement dans les principes de la nature de croissance limitée, et on peut y arriver. Et cette formation va mettre en avant justement des cas d'entreprises qui s'y sont mis et on va essayer d'analyser, de décortiquer comment ils ont fait ça et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'intégrer certains de ces principes dans sa stratégie. Euh, voilà. Voilà un Et petit du peu coup, pour Joël, très, Butterfly. très curieux, du coup, il y a 9 principes, Ouais. c'est super complet. Comment est-ce qu'on fait passer ça auprès des gens que vous formez? Par quel support, par quels moyens? Alors, Butterfly, c'est beaucoup de vidéos, des contenus vidéo qui sont très beaux. On essaye, puisque malheureusement, c'est des formations en ligne, de transmettre par la beauté cet émerveillement. Et du coup, on va justement montrer dans les vidéos à quoi correspondent ces principes dans la nature. Et ensuite, on va voir des cas concrets pour voir comment ces cas concrètement peuvent être implémentés. Qu'est-ce que ça veut dire que l'interdépendance dans une boîte? Et donc, on va avoir plusieurs cas d'entreprises qui ont mis l'interdépendance, le pas de déchets, la diversité dans leur stratégie d'entreprise. Et tout ça, c'est sur des vidéos, sur des contenus, et puis qu'on va ensuite aborder en session live, où on va revenir sur ces principes, on va revenir sur ces cas d'entreprise et on va en discuter et on va même faire des petits groupes de travail pour que chacun puisse, en intelligence collective, évoquer ce que ça lui représente à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et c'est comme ça que Butterfly, pendant 2 mois, va opérer pour justement donner des cas concrets de l'application de ces outils et de ces principes. Ok, super. Donc, je comprends on revient à cette notion de joie, en tout cas. Enfin, je vois que la beauté, c'est un des critères super importants pour bien s'approprier et s'immerger dans le sujet. Je vois aussi que la discussion est très importante.
je me demandais, est-ce que Butterfly, finalement, est-ce que vous faites des formations des personnes variées, entre guillemets, dans des corps de personnes variées, ou est-ce que vous faites aussi des formations en interne d'entreprise? Et si les deux existent, à ce moment-là, est-ce que la façon de faire passer les messages ou la façon dont les gens s'approprient les messages sera-t-elle différente? Alors oui, tu as raison. En effet, les deux options existent. On a des cohortes inter-entreprises où on a essentiellement soit des dirigeants, soit des directeurs RSE, des directeurs de l'innovation et des consultants qui ont compris que bah, il y avait quand même d'autres moyens d'apporter de la résilience à leurs clients, puisque c'est quand même aujourd'hui un sujet incontournable, hein. On parle de plus en plus du coût de l'inaction et donc les entreprises ont envie, besoin de s'adapter. Et finalement, bah, ces principes peuvent jouer et apporter de l'inspiration. Donc ces formations intercohortes permettent à tous ces gens de participer et on essaye de les faire travailler ensemble pour qu'en intelligence collective, ils peuvent s'apporter des idées et peut-être des initiatives de collaboration à l'issue des cohortes. Et puis on a en effet des formations qui sont intra-entreprises où là, on va du coup modifier un petit peu D'abord, on va essayer de faire en sorte que les sessions live ne soient en présentiel. Et ça, on a beau dire, ça change beaucoup les choses, d'avoir les gens face à soi et de voir un petit peu ce qui les freine, ce qui les inspire, et du coup de travailler de façon plus personnelle avec eux et sur leur cas d'entreprise. Et puis, on va aussi s'adapter à leur timing. Donc, ça va permettre aussi de faire ça soit de façon courte, soit au contraire de façon plus étalée pour leur permettre d'intégrer tous ces principes. Et comme le disait Jean-Claude, en fait, il y a cette émotion, le fait d'intégrer, d'être sensibilisé et de souhaiter passer à l'acte, cette volonté d'action, elle peut prendre du temps. C'est-à-dire que nous, on se rend compte quand on fait ces formations Butterfly qui sont sur 2 mois, qu'en fait, le déclic, la compréhension, elle n'est pas obligatoirement immédiate. Il y a des gens qui tiltent 1 mois, 2 mois, 6 mois après, parce que bah, il faut le temps qu'ils puissent l'intégrer et puis qu'ils puissent le comprendre. Donc ça, il faut le respecter. Ça fait partie du jeu et c'est super intéressant. Merci beaucoup, Joël. Euh, aussi- on discutait aussi, on se disait que le mot régénération, ça reste un mot qui est quand même très nouveau, pas forcément très bien compris. Ouais, Là, tu il y a le parlais côté de intra-entreprise, donc une entreprise, quand elle se lance dans la formation de ses employés, elle attend des choses derrière et des résultats, des transformations assez concrètes. Donc, est-ce Mm. qu'aujourd'hui, on arrive à lancer une entreprise sur une formation régénération ou pas encore? Alors, il y a heureusement de plus en plus de gens qui ont envie, en tout cas, de s'y intéresser pour différentes raisons. Il y a des gens, des dirigeants qui, notamment, ont fait la CEC, par exemple, parce que la méthode de la CEC est quand même, c'est vraiment un game changer, et rares sont ceux qui en sortent totalement insensibles. Donc, il y a des dirigeants qui ont envie de, silence, de comprendre, de voir un petit peu, de se donner des idées pour voir ce que ça pourrait donner au niveau de leur entreprise, et qui ont compris aussi qu'il fallait embarquer leurs collaborateurs pour pouvoir déployer par la suite une feuille de route. Euh, et en fait, on a quand même des résultats qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent prendre plus de temps, mais en tout cas, ils ont envie de voir ce que ça peut vouloir dire que de penser différemment en intégrant le vivant dans son cas dans sa démarche. Qu'est-ce D'accord. que ça peut vouloir dire? Et finalement, c'est aussi par sujet de résilience. Donc, je disais qu'il y a d'une part des gens qui sont réellement sensibilisés et qui ont envie de passer à l'acte, et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas obligatoirement aussi engagés et sensibilisés, hein, ça existe, mais qui ont compris que finalement, l'adaptation était quand même quelque chose d'important. Et donc, qui viennent s'intéresser à Butterfly plus dans ce but-là, de se dire, bon, OK, visiblement, quand on s'inspire des principes du vivant, il y a quand même des choses qui aident par la suite, et on a des cas, encore une fois, concrets qu'on évoque et qui montrent que bah, en se lançant dans ces initiatives, ça les a rendus plus robustes. Et donc, ces personnes-là viennent pour justement voir ce que ça peut donner au niveau de leur entreprise. D'accord. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on arrive à connecter le mot régénération avec d'autres mots de type innovation, adaptation, robustesse, qui sont Exactement. peut-être un peu plus concrets du coup enfin concrets, en tout cas usuels pour Exactement. les entreprises, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ça marche.
Et par rapport à nos 9 principes là, que nous avons toujours à l'écran, est-ce que tu sais s'il y a des principes qui surprennent plus que d'autres ou qui interpellent plus que d'autres pour les Bah, en fait, la entreprises croissance limitée, c'est le principe Ah, par définition qui est le plus dur à atteindre, hein. C'est très, très compliqué aujourd'hui dans notre société de parler de croissance limitée. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que, on essaye de poser des questions. Ça, c'était aussi un sujet qu'on avait évoqué tous les quatre et qui me semble important, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on lance une société, une entreprise, on la lance dans quel but? Ok, on a envie de gagner de l'argent, ce qui paraît légitime, mais est-ce qu'on a vraiment besoin, de quoi on a vraiment besoin et quel est notre but? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir s'offrir en gagnant de l'argent? Combien de familles on veut nourrir ou de gens qu'on veut faire travailler? Et toutes ces questions qui paraissent étonnantes, enfin pas obligatoirement aujourd'hui d'actualité, bah, nous, on va les mettre au sujet et avec Butterfly, on va poser des questions, on va livrer tout un booklet hein, qui sont des outils justement pour ces dirigeants ou cadres qui ont envie de se poser ces questions sur qu'est-ce que ça veut dire que de mettre l'interdépendance dans mon board, dans mes décisions, qu'est-ce que ça veut dire que de mettre la diversité, enfin tous ces principes, on va les accompagner de questions pour permettre justement à ces personnes bah, voilà, de se poser les bonnes questions. ok, super. Côté Tom, peut-être côté campus de la transition, est-ce qu'il y a aussi des grands principes comme ça qui sont importants? Donc tout à l'heure, on disait tête, cœur, main, c'est quelque chose que vous portez également. Est-ce que vous avez d'autres cadres également que vous utilisez pour faire passer le message de la régénération auprès des gens qui viennent sur le campus? Oui, peut-être juste avant de répondre à cette question, Ouais, je voulais revenir sur celle que tu posais tout à l'heure et comment dis-moi. les choses ont évolué sur ces dernières années. Et en fait, moi, donc ça fait 5 ans qu'on a lancé cette activité de formation d'enseignants-chercheurs. On a travaillé avec une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur différents, plus de 500 profs formés. Et effectivement, ce rapport aux pédagogies transformantes, à la notion de tête corps cœur, je trouve qu'il a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, quand on commençait on porte ces sujets dès le début, et effectivement, il y avait beaucoup de réticences notamment de publics universitaires, notamment dans ce qu'on qualifie de sciences dures ou sciences inhumaines, qui vont être voilà, très cartésiens. Et donc d'un seul coup, on leur dit, eh ben, mettez-vous en cercle, partagez vos émotions. C'est quoi ce truc complètement ésotérique à côté de la plaque, quoi? C'est pas sérieux. Euh, et donc, nous, on a fait de notre côté un gros travail pour avoir des retours d'expérience, le fait de travailler avec d'autres enseignants-chercheurs, notamment en sciences de l'éducation, en sociologie, en sciences cognitives, etc., pour montrer que, en fait, il y a des fondements scientifiques, il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion mûrie derrière tout ça. Et ensuite, de pouvoir le faire vivre et l'amener de manière assez subtile pour embarquer les gens sans les perdre. Et donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup moins ce retour de critiques un peu. Souvent, c'est des procès d'intention, puisque une fois que les gens ont vécu la formation, on nous accuse plus jamais d'ésotérisme. Mais au tout début, il y a des imaginaires qui sont associés à certaines formes de pédagogie qui sont importantes de déconstruire aussi. Euh, voilà, je vais juste reposer ça. Ah, Euh, merci beaucoup, super intéressant, Tom. sur les questions de cadre théorique, nous, on a fait une démarche interdisciplinaire qui était soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, où en fait, on a rassemblé plus de 70 enseignants-chercheurs de toutes les disciplines. Donc, ça allait de la finance à l'architecture, en passant par l'anthropologie, la géographie, la physique, la chimie, les maths. Et on les a fait travailler ensemble pour essayer de proposer une méthodologie qui voudrait être systémique. Et à partir de là, ça a donné la publication du manuel de la grande transition, qui propose une méthodologie en 6 portes avec l'idée sous-jacente de se dire que, en fait, tout le monde va avoir une porte d'entrée différente sur ces questions de transition. Je caricature un petit peu, mais un ingénieur, il va lire un rapport du GIEC, ça va lui parler tout de suite, les chiffres, le côté très scientifique, très, très sourcé, très rigoureux. Mais il y a d'autres personnes qui vont voir le film Demain de Cyril Dion et qui d'un seul coup vont se dire, OK, là j'ai été touché, il faut que je me mette en mouvement. Et l'idée c'est de se dire, mais en fait, c'est pas mieux de regarder des films de Cyril Dion ou des rapports du GIEC, on a besoin des deux. Et donc, il y a cette idée de parcours complémentaire où on va venir appréhender les choses de manière vraiment systémique.
Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous invite à aller regarder sur Internet, il y a plein d'informations accessibles. Mais l'idée derrière chacune de ces portes, c'est de se dire, on a des grandes thématiques qui permettent d'avoir une forme d'interdisciplinarité et puis aussi de s'assurer que quand on parle des questions de transition écologique, nous, on utilise moins la terminologie de régénération, mais finalement, quand je regarde les principes de Butterfly School, enfin, c'est exactement, on parle de la même chose, quoi. C'est juste des cadres conceptuels et souvent, c'est intéressant aussi de présenter. Moi, je fais ça en formation où je présente ce qui s'est fait avec le Green Comp à l'échelle européenne, ce qu'a pu faire le Shift Project. Typiquement, là maintenant, je pourrais présenter ce que fait Butterfly School pour montrer que, bah, en fait, finalement, on parle de la même chose et il y a différentes manières de l'appréhender. Et donc, s'il y en a à qui ça parle plus de passer par les principes du vivant, de la régénération, bah, il y a un modèle qui est super robuste et parfait pour ça. Le côté universitaire du manuel de la grande transition, ça marche pour d'autres. En tout cas, nous, la finalité, le message qu'on veut vraiment porter, et qui, à titre personnel en tout cas, m'est vraiment cher, mais je ne suis pas tout seul au campus, c'est de s'assurer que quand on parle de transition, de régénération, on ne s'arrête pas aux enjeux de climat et de carbone, mais qu'on est Mm. vraiment dans une approche systémique. Et qu'est-ce que ça veut dire approche systémique? Ça veut dire prendre en compte les dimensions d'inégalité sociale, de justice environnementale. Ça veut dire prendre en compte les questions de normes, d'indicateurs, de métriques, et ce qu'on compte, ce qui compte. Ça veut dire travailler sur les imaginaires, sur les récits et leur pouvoir transformant. Ça veut dire bien prendre en compte les échelles d'action, les ordres de grandeur. C'est pas la même chose de supprimer ces petits emails rigolos que d'arrêter l'exploration pétrolière. Et donc, il y a un vrai enjeu de pouvoir avoir ces ordres de grandeur-là. Euh, ou encore cette reconnexion au vivant, au sensible, à l'émerveillement, le rapport aux autres, à la coopération. Et donc là, sans les citer, je vous ai balayé un peu les six portes et nous, on utilise cette méthodologie qui est un peu une sorte de checklist systémique qui permet de faire ce tour à 360 et parfois même dans des formations avec des profs qui sont déjà engagés sur ces sujets. Ils disent, OK, en mince, finalement, j'avais un angle mort, la question des imaginaires, je ne la traite pas du tout. Alors que je suis hyper robuste sur des méthodos de carbone, de nanana, mais en fait, il y a ces imaginaires dont on ne parle pas. Donc voilà, en tout cas, moi je pense qu'il faut pas être dans une sorte de... Il faut être vraiment dans une complémentarité des approches et revenir à quelque chose de personnel, bah, pour X raisons, il y en a une qui va plus vous parler et aller creuser celle-ci. Ça marche, merci beaucoup, Tom. Du coup, là, on a bien fait le tour, je pense, de tout ce qui était cœur et puis tête. On a bien les systèmes en tête. Maintenant qu'on en est là, on veut passer à l'action. Maintenant, justement, comme tu l'évoquais, Tom, il est vraiment curieux de découvrir en termes de formation, d'accompagnement, comment est-ce qu'on peut amener nos étudiants, nos publics formés à passer à l'action. Euh, alors, du coup, à différents niveaux, je pense que vous avez tous les trois des bons exemples là-dessus. Peut-être Joël avec la CEC, comment est-ce qu'on passe à l'action une fois qu'on a compris le sujet? Ouais, alors, il y a différents cas de figure. Il y a malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, mais des gens qui sont les plus radicalement choqués, qui parfois vont décider que finalement leur entreprise, elle n'a pas lieu d'être. Ça arrive, on est dans le renoncement. Et donc, qui vont décider au contraire bah, voilà, de vendre leur boîte parce qu'elles trouvent, ils voient pas comment ils peuvent la transformer et la rendre vertueuse. Et du coup, souvent par la suite, s'engager dans des projets justement, bah, soit de sensibilisation, soit régénératif, enfin carrément switcher, ça arrive. On a des très très beaux cas d'entreprises qui, tout simplement en changeant de modèle économique, en passant par exemple à un modèle de la fonctionnalité. Le modèle de la fonctionnalité, c'est je ne vends plus des machines à laver, mais je vends du kilo de linge lavé. Et du coup, bah, ça change tout parce que mes machines à laver, plutôt que de les faire avec de l'obsolescence programmée pour l'en vendre le plus possible, bah, au contraire, je vais les faire le plus robustes possible pour qu'au contraire, elles tiennent longtemps, puisque mon modèle fait que c'est pas là-dessus que je vais gagner de l'argent. Et donc, ce changement de modèle qui est très porté par Lumia est un très très bon exemple, mais malheureusement, il n'est pas applicable dans toutes les activités. Mais pour celles qui le permettent, c'est une très bonne façon de passer à l'action. Et puis, il y a des boîtes qui vont y aller petit à petit et qui vont déjà peut-être sourcer des fournisseurs plus localement, qui vont réduire bah, faire des bilans carbone et voir dans quelle mesure elles peuvent réduire leur impact négatif. Et puis petit à petit, bah,
envisager des démarches plus positives. Donc il y a vraiment tous les cas de figure, mais euh, je reviens sur ce point d'éco-anxiété qui m'a moi aussi touché à un moment quand j'ai fait ma reconversion. Le fait d'être dans l'action et le fait de voir ces transformations opérer, je pense que c'est pareil pour Jean-Claude et Tom et probablement toi aussi, c'est tellement satisfaisant que ça donne de l'espoir et ça nous rend joyeux. Voilà. Et j'invite d'ailleurs aussi les personnes qui sont intéressées par ces transformations. Le site de la Convention des entreprises pour le climat, qui est une association de 1901, est très très riche de toutes ces feuilles de route de redirection. Et comme on a embarqué environ 1400 dirigeants d'entreprises, et ben on a au moins la moitié de ces dirigeants qui sont vraiment aujourd'hui entrés dans une démarche d'engagement et qui ont de très très bons exemples. Et tout est en open source. Donc vous pouvez consulter sur le site de la CEC beaucoup d'exemples qui sont très inspirants. Et il y a beaucoup de podcasts aussi où on fait intervenir ces dirigeants pour leur demander quel a été leur sursaut où ils en sont aujourd'hui et quel est leur objectif à 5, 10, 15 ans. Voilà. Merci, Joël. Dis-moi, Tom, je sais que de ton côté, pour ce qui est de l'action, il y a deux, on va dire, principes qui sont très importants. Le premier, bah, c'est d'incarner ça, d'incarner le sujet. Et le deuxième, c'est la force du collectif. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, comment Campus peut accompagner ça et accompagner, du coup, les différents acteurs pour grandir sur ces deux sujets-là? Ouais, effectivement, quand on a lancé l'activité de formation d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, moi, mon intuition, c'était de se dire, bah, vraiment, ce qui va être clé dans la formation, ça va être l'intervention de pointures scientifiques, académiques, de gens qui ont vraiment bossé le sujet et qui apportent quelque chose de très, très précieux. Effectivement, ça a été c'est un moment très important, mais ce qui ressort systématiquement de chacune des formations, c'est la création d'une dynamique collective. Et le fait que finalement, le métier d'enseignant, d'enseignant-chercheur, et ça pourrait être élargi à plein d'autres secteurs, mais c'est des démarches qui sont souvent assez solitaires, où on n'a pas forcément soit le réflexe, soit le temps, soit les dispositions pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, en plus de se prendre ce constat, ce tsunami, comme tu disais, Jean-Claude, ou cette claque, comme, comme on dit à la CEC, le fait de pouvoir subir ça, mais de se dire, mais en fait, je suis pas tout seul et il y a des choses à faire, c'est vraiment les deux moyens de ne pas tomber dans une forme de morosité, de subir la chose. Et donc, il y a vraiment, grâce aux formations, une dynamique collective qui se met en place, qui perdure après, des groupes de travail qui se mettent en place, des nouveaux programmes de licence ou de master qui se montent, des collaborations de recherche. C'est vraiment très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui permet cette dynamique collective d'être mise en place? Il y a un élément qui joue énormément, c'est la dimension immersive, de les faire venir sur place au campus de la transition. Et en fait, effectivement, moi, les publics que j'ai, c'est des gens qui ont très très peu de temps. Des enseignants-chercheurs, c'est vraiment difficile de trouver du temps dans leur formation. On essaye d'avoir un format un peu stable de 4 jours et demi. Donc, pour trouver la place dans les emplois du temps, c'est énorme. Et donc, pour faciliter ça, on fait 2 jours dans l'établissement, où nous, on va se déplacer, on va faire des ateliers, des interventions, et 2 jours et demi en immersion. Et ce que je trouve passionnant, c'est de voir à quel point c'est le jour et la nuit entre ces deux environnements, finalement. Quand on est dans l'établissement, il y a encore... bah déjà, c'est très difficile de lâcher prise. À chaque fois, il y a des réunions, on continue de faire ses mails. On est encore un peu plus dans un rapport avec ses collègues, parfois de hiérarchie, de représentation, etc. Et le fait d'être un petit peu déstabilisé en venant au campus, de faire ce pas de côté, tout de suite cette légère vulnérabilité, puisque voilà, on les emmène pas non plus faire des stages de survivalisme, mais voilà, d'être dans un lieu collectif, de manger peut-être différemment, de vivre différemment, tout de suite, ça crée des espaces. Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu de pouvoir cultiver une forme de vulnérabilité qui permet d'ouvrir une nouvelle manière de voir les choses et de se connecter aux autres et donc de pouvoir voir comment ça se passe au campus, de rencontrer justement des gens avec des parcours très intéressants, des témoignages qui permettent d'incarner tout ça, c'est extrêmement précieux là-dessus. Et peut-être le dernier élément aussi, qui pour moi est un peu plus difficile, mais dont on parlait tout à l'heure, c'est
La mise en action concrète. Et pour la grosse difficulté que je rencontre, c'est que systématiquement, je vais avoir un peu des demandes de, bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme s'il y avait une solution, une boîte à outils, on avait la solution clé en main. Et donc là, la difficulté, c'est de bien faire comprendre qu'en fait, c'est un cheminement. Il n'y aura pas un jour, on va dire, bah tiens, c'est bon, on a coché la case transition, on peut retourner faire ce qu'on faisait avant, quoi. L'idée, c'est comment on arrive à intégrer ça au logiciel de manière structurante. Et donc, nous, ce qu'on fait au campus, et évidemment, on donne des outils, on donne des retours d'expérience, on donne du partage, etc. Mais il y a un vrai enjeu de sortir de quelque chose qu'on pourrait un peu copier-coller d'un contexte à l'autre, parce que ça, c'est un peu la garantie de ne pas réussir finalement à avoir quelque chose de pertinent et approprié par rapport aux réalités des personnes qui vont être en formation. Merci, Tom. C'est vraiment super intéressant. Le temps file super vite aussi, en même temps. Euh, je vais laisser du coup la place à nos autres audiences. S'il y a une question, c'est le moment de lever la main. Pas de questions pour l'instant. Du coup, moi, j'aimerais bien Moi, essayer de faire une synthèse. Ah, si, excuse-moi, Stéphane, j'avais une petite Aude, question. je t'en prie. Aude. Bonjour, merci à tous, c'est super intéressant. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous disiez au sujet des indicateurs. Je trouvais ça intéressant justement au niveau des indicateurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des indicateurs un peu classiques type retour sur investissement, croissance, enfin voilà, tous ces KPIs-là. Alors j'entends ce que dit Tom, hein, je suis d'accord avec lui, c'est un chemin, hein, il n'y a pas de choses tout tracées, mais est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs qui peuvent être intéressants quand même de souligner, du type par exemple l'empreinte carbone, voilà, qui peuvent être un peu des signaux faibles ou des choses qui seraient intéressantes d'intégrer dans le suivi en fait d'une activité d'une entreprise pour justement voilà, de se dire bah, c'est un facteur de succès en fait. Je suis assez convaincue que le fait d'avoir des indicateurs, ça va rassurer en fait aussi les entreprises de se dire que bah, c'est moins ce côté performance, mais on est un peu dopé à la performance hein, quand même. Donc est-ce qu'il faut pas, voilà, est-ce que vous auriez des idées par rapport à ces indicateurs qui peuvent être intéressants de regarder ou de souligner? Ouais, moi, je peux peut-être répondre là-dessus parce qu'il y a dans les accompagnements. Excuse-moi, Tom. Je t'en prie, vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais, dans les accompagnements que je fais avec les élèves, en grande école, il y a un projet qui s'appelle le projet Nouveau Récit, hein, donc très attaché à cette nouveau récit. Donc, quels sont les indicateurs de succès du nouveau récit? Et je pense qu'une des caractéristiques des dernières années, des 30 glorieuses et puis des 30 globales, c'est un peu l'idée qu'on a réussi à réduire à très très peu d'indicateurs de succès. En gros, bah, c'est le PIB pour un pays, c'est le chiffre d'affaires pour une entreprise. Comme tu disais, Aude, c'est le retour sur investissement. Ou maintenant, l'EBITDA ou les KPIs, maintenant, tous ces sigles anglo-saxons, d'ailleurs, ont inondé le champ lexical. C'est impressionnant, hein. Et avec deux, trois indicateurs clés, on entend toujours ça. Et dans le monde entier, maintenant, on en parle. Donc en fait, moi, quand je fais cet exercice-là, ce qui m'intéresse et ce que je vois, c'est la variété d'indicateurs de succès. En fait, peut-être que la clé, c'est de surtout ne pas en choisir un, deux ou trois qui seraient les principaux, mais c'est d'être ouvert à des nouveaux indicateurs de succès qui vont être, bien sûr, liés à l'endroit, aux personnes, au style, aux objectifs, au récit, tout ça. En fait, il faut avoir le courage de la nuance, en fait. Il faut devenir plus subtil et te dire que résumer le succès d'un pays à son PIB, ben évidemment, évidemment, c'est totalement réducteur. Mais même celui qui a inventé le PIB, il le disait, hein. Lui, il disait, le premier à dire, attendez, là, je parle que des échanges monétaires, mais il y a plein d'autres trucs. Mais c'est tellement simple, c'est tellement facile à calculer et tellement explicable rapidement. On a fait plus de temps, moins de temps, voilà, que, bah, en fait, ça a pris tout l'univers. Donc moi, je pense qu'il faut intégrer ça, nouveaux indicateurs. Alors moi, j'ai un indicateur que j'aime bien, c'est 12 742, comme disait Stéphane en introduction. Donc c'est le titre du livre que j'ai lancé à l'automne sur la transition. Et en fait, 12 742, bah, c'est des kilomètres et c'est le diamètre de la Terre. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de dire que un indicateur, quand on change de perspective, il change totalement de pertinence. Parce qu'en fait, les 12 742, ils n'ont pas changé et ils ne sont pas prêts de changer, hein. La Terre, elle ne va pas changer de diamètre. Mais pour un Indien Yanomami au fin fond de la forêt,
sur sa pirogue 12 742 km, c'était l'infini. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, et depuis des milliers d'années, c'était l'infini. Et puis rapidement, en quelques décennies, mais 12 742 km, c'est minus. C'est une nuit d'avion, quoi. Donc en fait, c'est ça aussi, un simple chiffre, eh ben, finalement, il change totalement de perspective. Et moi, j'aime bien parler de ça un peu comme de la révolution. Et là, en utilisant le langage des oiseaux, c'est la rêve-évolution, hein, donc faire un peu rêver, être un peu joyeux. Et il y a un philosophe là, qui disait que la révolution, elle passe par trois étapes. D'abord, elle est ridicule. Donc, par exemple, quand il y avait un esclave qui disait qu'il voulait, maintenant, ben, il voulait être payé pour le boulot qu'il faisait, bon, on lui a donné son coup de fouet, quoi. C'est bon, il est ridicule, quoi. C'est bon. Ou un jour, il y a une femme qui a voulu voter. Mais attends, mais ça va pas, non? Va respirer dans le jardin, quoi. Ça va passer, tu vois. Et puis, à un moment, la révolution, ensuite, la deuxième étape, c'est qu'elle fait peur. Tout d'un coup, on se dit, ah, mais si on dit le droit de vote aux femmes, on va doubler le corps électoral. Donc, pour qui elles vont voter? Donc, est-ce que je vais perdre mon... Donc, on flippe, quoi. Et puis, troisièmement, bah, c'est évident. Enfin, moi, aujourd'hui, je vois personne qui revendique l'esclavagisme ou enlever le droit des femmes. Enfin, heureusement. Mais donc, aujourd'hui, c'est devenu évident. Donc, la transition, la régénération, bah, c'est plus ridicule du tout. Je pense qu'on a passé ce stade-là, mais ce n'est pas non plus évident. Et on est dans le stage de la peur. Et je pense qu'en tant qu'éducateur, on est amené à gérer de la peur, enfin à gérer la peur des autres dans l'enseignement, l'embarquement. Et ça, c'est un vrai défi. Mais comme disait Tom, excuse-moi, j'ai été beaucoup plus long que je pensais, mais c'est là que c'est excitant et que c'est enchanteur. C'est que bah, finalement, retransformer ces récits, c'est ça qui nous anime, quoi. Merci Jean-Claude. Du coup, tu as répondu sans je la pose à la dernière question qui était de savoir un petit peu où est-ce qu'on en était justement avec la régénération et l'éducation. Et finalement, ce que j'entends, c'est que c'est gérer les peurs parce que le sujet devient réel, concret, nécessaire. Et c'est super intéressant comme, comme synthèse. Là, on arrive au bout de notre temps. Du coup, si j'essaie de faire la synthèse de quelques points que j'ai trouvé super intéressants dans vos discours. D'abord, le Stéphane? premier point, c'est que ouais, Tom, vas-y. Pardon, juste en deux mots pour Vas-y. répondre à Aude, j'ai partagé des choses dans le chat. Juste deux mots très très rapides. Nous, on a eu un projet avec l'ADEME sur réfléchir à des indicateurs de capacité relationnelle. C'est-à-dire au final, qu'est-ce qui compte vraiment, c'est le lien aux autres. Issu de travaux qu'on avait fait avec l'AFD avant, avec des multinationales dans les pays du Sud. Je pourrais en parler très longtemps, mais donc il y a un rapport qui est sorti, j'ai mis le premier lien. Et ensuite, il y a un mouvement qui est très intéressant, qui est porté par le CERCES et notamment une chaire à AgroParisTech, avec laquelle on travaille beaucoup autour de la question de comptabilité multicapital, comptabilité CARE ou comptabilité triple capitaux. L'idée, c'est de se dire que en fait, aujourd'hui, il y a juste le capital économique qui compte. Et donc, il y a des travaux vraiment pointus qui travaillent sur l'idée de comment intégrer un capital écologique et un capital social dans les nouvelles normes comptables. Et en fait, si on change ça, c'est ultra radical, quoi. Euh, voilà. On peut en discuter plus tard, mais désolé Stéphane. Merci beaucoup, Tom. Ça marche. Et donc, du coup, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que, en effet, c'est un sujet qui touche au cœur aujourd'hui en termes de pédagogie. Ce qu'on veut, c'est pas faire peur, justement, parce que la peur, elle est déjà là. Ce qu'il faut, c'est, comme je disais Jean-Claude, c'est trouver le bon niveau de curseur pour avoir le bon niveau de dialogue avec les personnes qu'on rencontre. Et puis, une pédagogie, finalement, qui soit aussi joyeuse et incarnée. C'était un message fort, je trouve, que vous avez dit. Un deuxième message qui a été dit cette fois par Joël, c'était que aujourd'hui nous devons sortir de notre pilotage automatique. Et ça rebondit sur la question de Aude. Justement, c'est KPI, c'est notre pilotage automatique, mais c'est plus les bons outils de pilotage. Donc notre rôle en tant que formateur, c'est aussi d'accompagner à aller vers autre chose, de montrer qu'il existe d'autres indicateurs, d'autres façons de faire. J'adore cet exemple de la création d'entreprise où finalement on dit mais tu crées une entreprise pour gagner quoi, combien, pour faire quoi? Et on dit, bah, finalement, bah, si j'ai tant de revenus, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, c'est pas la peine de faire la course à ces indicateurs-là. Donc, super intéressant de sortir de ce pilotage automatique. Et puis enfin, Tom nous disait la création de dynamiques collectives. Et là, on voit que, à nouveau, l'outil pédagogique pour créer ces dynamiques collectives, bah, c'est bien de se retrouver tous ensemble dans un lieu à partager, faire ce pas de côté tous ensemble. Et ça, c'est ça qui permet de créer des dynamiques collectives qui vont générer des nouveaux projets, des nouvelles actions derrière. Donc, c'est à nouveau super intéressant également. Donc, on a dépassé le temps déjà, donc une dure difficulté, dur rôle de clôturer ce webinaire. Mais merci beaucoup pour vos participations, merci beaucoup à nos intervenants, aux participants.
Et puis, ben, je grâce sur ce que disait Jean-Claude, finalement, pour finir, hein, on est dans cette zone de transition où finalement la régénération, ça fait peur. Donc, notre rôle en tant qu'éducateur, formateur, c'est d'accompagner les gens dans ces peurs pour les transcender et aller vers des actions concrètes. C'est une bonne suite de journée au travers de tous les webinaires qui sont encore à venir. Et puis, bah, peut-être rendez-vous demain pour les lauriers de la régénération. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci Jean-Claude. Merci Tom. Merci Joël. Merci Merci Stéphane. Stéphane. Bravo.